Donc, mieux comprendre et accompagner les tempêtes émotionnelles des jeunes enfants. Alors, déjà, on va commencer par comprendre les tempêtes émotionnelles. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais qu'on fasse une petite distinction essentielle entre ce qu'on appelle une réaction émotionnelle, donc une tempête émotionnelle, une colère, et ce qu'on appelle un caprice. On entend encore beaucoup le mot caprice et du coup, je trouvais important de commencer sur ça. Donc, chez le jeune enfant, le cerveau, il est en construction. Son cerveau, le cortex préfrontal, donc celui qui est ici, n'est pas encore mature. Et ce cerveau, il permet de se calmer, de réfléchir, de maîtriser ses gestes. Du coup, ce cerveau est immature. Donc, quand l'enfant a une réaction émotionnelle, débordante ou non, mais c'est le cerveau émotionnel qui va prendre le relais. Et l'enfant, à ce moment-là, il va être dépassé par ce qu'il ressent. Donc, là, quand il est en train de vivre une tempête émotionnelle, donc une colère, il n'y a pas de stratégie. Il n'est pas en train de provoquer, il n'a pas la volonté de manipuler l'adulte. C'est juste un trop-plein émotionnel. Donc, c'est souvent lié à la frustration ou à la fatigue ou à n'importe quelle difficulté face à la situation qui est face à lui. Donc, c'est juste, je ne sais pas comment réagir, je n'ai pas d'outils, je ne suis pas armée pour réagir. Si on parlait de caprice, ça supposerait que l'enfant pourrait faire autrement, qu'il choisit sa réaction. Or, dans ces moments-là, il ne peut pas encore le faire. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on appelle ça l'âge de raison, hein, c'est pas pour rien, c'est l'âge où on commence les apprentissages scolaires, c'est parce que le cerveau atteint une certaine maturité qui permet de contrôler et d'inhiber du coup et de connecter les deux cerveaux. Avant 7 ans, et encore, le cerveau est encore en construction jusqu'à l'adolescence et on dit même jusqu'à 27 ans. Donc, quand on parle de caprice, c'est vraiment comme si on ne savait pas ce qui se passait dans le cerveau de l'enfant. Donc déjà, savoir pourquoi l'enfant déborde. Donc, je l'ai déjà dit, sur le cerveau immature. Mais je le redis parce que c'est très important qu'on ait cette base pour pouvoir le transmettre à vos équipes, aux parents, aux personnes autour de vous qui s'occupent aussi d'enfants. Le cerveau est en plein développement. Le cerveau, il se structure par l'expérience et la répétition. Quand, par exemple, on apprend un nouvel apprentissage, donc on va dire un sport, eh bien, après 3 ou 4 entraînements, on n'est pas encore capable d'effectuer les bons gestes et d'avoir les bons repères. Si par exemple vous apprenez le basket, eh bien vous ne savez pas savoir comment vous positionner, à quelle distance, comment défendre, comment intercepter la balle, comment dribbler et en même temps être vigilante à ce qui se passe autour de soi. Ça s'apprend par l'expérience et par la répétition. Et plus vous allez entraîner, plus vous allez pouvoir avoir un certain niveau de jeu et du coup, ça va structurer des automatismes dans votre cerveau. Eh bien, c'est pareil pour s'autoréguler. L'enfant n'est pas en capacité de le faire s'il n'a pas eu des expériences positives, des répétitions qui vont lui permettre à son cerveau de maturer et de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux faire. L'enfant, il n'a pas accès à des outils internes pour se réguler seul. Donc, ce n'est pas que l'enfant manque de volonté, mais de maturité émotionnelle. Donc, il n'a pas l'expérience, il n'a pas le recul, et en même temps, son cerveau, cortex préfrontal, n'est pas mature, donc il est dans l'incapacité de maîtriser ses outils. Donc, c'est l'expérience, la répétition et l'accompagnement qui va faire que l'enfant va pouvoir développer petit à petit une maturité cérébrale. Autre élément qui fait que l'enfant va déborder, c'est le stress. Le stress va s'activer dès qu'il y a une situation nouvelle ou qui va être surprenante. Dès qu'on a de la surprise, hein, même une bonne surprise, hein, par exemple, vos amis sont là pour votre anniversaire, vous allumez la lumière et là, tout le monde fait surprise, il y a un petit élément de stress qui arrive. Et après, on se stresse parce que finalement, on se dit que tout va bien. Donc, le stress, il est vraiment dès qu'il y a quelque chose de nouveau et où le cerveau n'est pas préparé. Donc, le corps et le cerveau se mettent en mode alerte. Et quand on est en mode alerte, eh bien, on va réagir comme si notre survie en dépendait. Donc, les réactions qu'on va avoir face au stress, ce sont l'attaque, la fuite et le fusion. L'enfant
va majoritairement réagir par l'attaque ou le figement, mais ça, ce sont des comportements appris. Mais le premier, ça va être l'attaque, parce que c'est une réaction qui va être intense. L'enfant ne va pas être en capacité de prendre du recul, et du coup, il est débordé. Et les enfants connaissent énormément de stress. On a l'impression que les enfants, ils n'ont pas beaucoup de stress, mais si, parce qu'ils sont tout le temps contraints. Et en fait, ce qui amène du stress, c'est la contrainte. Donc, le stress est un énorme élément qui amène des tempêtes émotionnelles. Les besoins non satisfaits. Quand un besoin fondamental n'est pas comblé, donc les besoins fondamentaux, ce sont les besoins physiologiques de soins, d'alimentation, de sommeil, mais aussi tout ce qui va être autour du relationnel. Donc, ce qui va être besoin de lien, besoin de découverte, besoin de sécurité. Quand un besoin essentiel n'est pas satisfait, la tolérance émotionnelle, elle va diminuer. Le corps est en manque et du coup, la colère va être notre signal d'alarme pour nous dire « là, je n'en peux plus ». Donc, quand l'enfant va être dans une colère, c'est souvent qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Comme, par exemple, je prends l'exemple d'un adulte, je fais souvent ça même en coaching parce que je trouve que c'est très parlant. Quand un adulte rentre du travail, qu'il est fatigué, et si face à lui, il a ses enfants ou son conjoint qui fait du bruit ou qui n'est pas disponible, en fait, avec la fatigue, on va être dans l'attaque. Donc, on va être dans quelque chose qui est émotionnel. Et du coup, si on était un enfant avec un cerveau encore plus immature, on est dans une tempête émotionnelle. Donc, vous voyez, un besoin qui n'est pas satisfait va amener de la colère. Et la surcharge. Donc, c'est pas la surcharge de poids. Je vous ai mis des poids parce que j'ai trouvé que cette image avec le petit cerveau était très parlant. Mais c'est plus des stimuli, énormément, trop de stimuli. Donc, trop de stimuli, trop de bruit, trop de changements, ça fatigue le système nerveux. Donc, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on est comme une cocotte minute. Et le débordement émotionnel, donc la tempête, c'est la manière pour le corps de relâcher la pression. Donc, voilà un petit peu les causes principales des débordements des enfants. Et comme vous le voyez, comme vous le savez, j'imagine, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Que l'enfant soit surstimulé, qu'il soit sous stress, que ses besoins ne soient pas satisfaits parce qu'il n'arrive pas à les formuler. Et son cerveau immature, ça, c'est tout le temps. Du coup, la frustration et l'opposition, à quoi ça sert? Parce que oui, ça a une utilité. L'objectif, ce n'est pas que l'enfant arrête de s'opposer, bien au contraire. Donc déjà, le non, c'est une étape essentielle du développement. On parle de phase d'opposition. Moi, j'aime bien parler de phase d'affirmation. Pourquoi? Parce que le non, ce n'est pas derrière un défi. L'enfant, quand il dit non, il n'est pas là pour défier, pour embêter l'adulte. C'est une étape pour construire son identité. Dire non, ça permet à l'enfant de se différencier de l'adulte. Je suis moi, je ne suis pas toi. C'est comme s'il disait cette phrase. Il teste son pouvoir d'agir et son sentiment d'exister, d'être une personne à part entière. Donc, quand, par exemple, l'enfant vous dit non, quand vous lui tendez le biscuit, finalement, il le prend, c'est qu'il veut exister par lui-même. Il veut se servir, il veut décider, mais qu'il ne sait pas comment le dire. Sans opposition, il n'y a pas de construction du moi. Des personnes qui n'ont jamais pu s'opposer enfants deviennent des adultes qui n'arrivent pas à s'affirmer et qui n'ont plus confiance. Donc, vraiment, rappelez-vous ça. Quand un enfant en face de vous vous dit non, c'est qu'il n'est pas en train de vous rejeter. Pas du tout. C'est qu'il est en train de se construire. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à exprimer dans cette construction? Donc, à travers son refus. Donc, derrière son refus, quand il vous dit non, il y a toujours un message. Du coup, il va falloir le décoder parce que nous n'avons pas forcément le décodeur et l'enfant n'arrive pas avec son décodeur de quand j'ai dit non, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça peut être, le non de l'enfant? Ça peut être, c'est trop rapide pour moi. Là, ce que tu me demandes, il y a trop d'informations, je ne comprends pas, je ne peux pas, c'est trop rapide. Ça peut être, je veux faire tout seul. Souvent, ils vont le dire, mais plutôt vers 2 ans et demi, 3 ans. Avant, ça va être plus difficile. Ça peut être, je ne suis pas prêt. Donc, c'était un peu la même idée que le premier. Ça peut être, je veux décider. Et ça peut être aussi, j'ai besoin que tu me comprennes. J'ai besoin d'espace. Je vous donne un exemple. Quand vous distribuez des petits bavoirs au moment du repas, un enfant peut prendre le bavoir et le jeter. Non, ça ne veut pas dire je ne veux pas mettre le bavoir. Ça peut vouloir dire moi je veux un bavoir bleu ou moi je veux un bavoir avec un éléphant.
Mais en fait, l'enfant, il utilise le non, le refus, car il n'a pas encore les mots, le vocabulaire, la capacité de le dire autrement. Donc, à travers son refus, il exprime un choix ou quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, c'est d'accueillir. Pourquoi tu me dis non? C'est ce bavoir-là, il te plaît pas? Tu voulais un autre? Si on écoute et qu'on accueille, eh bien on va pouvoir aider l'enfant à exprimer plus précisément ce qui se passe pour lui. Alors, pourquoi quand on lutte, plus il résiste? Quand l'adulte, il va rentrer dans un rapport de force, parce que malheureusement, c'est souvent ce qui se passe parce qu'on n'arrive pas à décoder. C'est très difficile quand on a plusieurs enfants à s'occuper, qu'on est fatigué, parce que nous aussi, on a nos émotions, notre fatigue. Eh bien, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Donc, souvent, on va rentrer dans un rapport de force. Eh bien, quand on le fait, l'enfant, il se sent juste menacé. Et du coup, il va passer encore plus en mode défense. Vous vous rappelez les réactions de stress? C'est attaque, fuite et fichement. Donc, en fait, l'enfant va se mettre encore plus à attaquer parce qu'il va sentir qu'il y a une résistance. Et l'opposition, elle va s'intensifier. Donc, ça va être juste une escalade d'opposition. Plus on insiste, plus l'enfant s'accroche au non. L'enfant, il y a une vraie raison pourquoi il dit non. C'est parce que derrière, il veut montrer qu'il est une personne à part entière. Donc, il lâchera pas. Donc, il ne dit pas non par provocation, mais pour protéger son sentiment d'exister. Je suis un petit être qui compte et mon avis a de l'importance. Donc, l'objectif, c'est de sortir de la lutte de pouvoir. Ce n'est pas de céder. Ce n'est pas qu'il faut dire oui à l'enfant. C'est justement de poser un cadre clair tout en laissant la place à l'enfant. C'est vraiment cette chose essentielle. Si vous devez retenir qu'une seule chose de ce que je viens de vous présenter dans cette slide, c'est l'enfant doit avoir une place. Donc, l'opposition, ça lui permet d'avoir une place. On peut lui dire que tu n'es pas d'accord, mais le cadre reste le même et je vais t'aider à faire avec. Ça ne veut pas dire qu'on cède, ça ne veut pas dire qu'on accepte, mais ça veut dire qu'on reconnaît. Tu n'es pas d'accord. Et c'est OK. Le cadre, par contre, va rester le même, mais je vais t'aider. On accompagne. Donc, l'opposition de l'enfant, cette réaction, elle n'est pas à éliminer. C'est une réaction qui est saine de s'opposer. Mais se dire que c'est une compétence en construction qu'on doit accompagner pour que, à l'âge d'un adulte ou adolescent, l'enfant puisse s'opposer, poser ses limites calmement, clairement, et qu'il soit dans une communication assertive, c'est-à-dire que son opposition ne mette pas à mal son interlocuteur, qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Pour l'instant, il n'en est pas en capacité de le faire, mais notre but, en tant qu'adulte professionnel, ça va être de permettre que l'enfant puisse s'opposer de manière sereine et tranquille. Donc maintenant, on va voir les phases du développement dites normales et les situations qui vont nécessiter un ajustement. Donc, ce qui est complètement quelque chose à banaliser, c'est les enfants qui vont rentrer dans des colères, des frustrations, des oppositions, parce que ça fait partie de la croissance d'un enfant. À l'âge de 15-18 mois, l'enfant s'affirme pour montrer qu'il est une personne à part entière. Et c'est dans l'ordre des choses. Donc, un enfant de 2 ans qui pleure parce qu'il veut pas quitter le parc, c'est complètement normal. Ah, là, je vous ai mis un plus petit, on va dire de 1 an à 1 an et demi, sa tour de Kaplan tombe, il explose, c'est aussi une réaction complètement OK. Un enfant qui s'énerve parce qu'on ne veut pas lui prêter un jouet, c'est pareil. Ou un enfant qui a une crise passagère avant d'aller au dodo ou avant le changement de couche, c'est aussi quelque chose de complètement OK. Donc, on va voir tout ce qui est OK et vous n'avez pas besoin de vous alarmer et après, on verra justement ce qui va nécessiter un ajustement. Donc, quand les crises apparaissent par vagues, souvent au moment de fatigue, faim et transition. Donc, c'est d'aller repérer quel besoin n'est pas assouvi ou est-ce qu'il y a eu de la surstimulation. Si l'intensité, c'est une forte émotion, mais l'enfant se calme progressivement. Si l'émotion, elle monte en puissance et qu'il n'y a pas de moment d'accalmie, là, ça peut être plus inquiétant. Si les crises sont courtes, de quelques minutes à un quart d'heure, un enfant qui fait une crise, une tempête émotionnelle de 15 minutes, c'est complètement dans l'ordre des choses. Ce n'est pas du tout alarmant. Le motif qui est lié à un bon besoin non satisfait ou un désaccord, s'il y a une opposition, s'il y a un rapport de force, c'est normal qu'à ce moment-là, l'enfant
s'oppose parce qu'il se sent menacé. Et la réaction de l'adulte, si l'adulte est calme et sécurisant, ça va suffire à l'apaiser. Donc ça, on verra bien sûr tous les outils en deuxième partie d'atelier. Du coup, maintenant, je vais prendre d'autres cas de situations qui peuvent inquiéter, commencer à questionner et où ça va nécessiter un ajustement et un accompagnement peut-être plus spécifique. Donc, ça va être des enfants qui vont nécessiter une vigilance. Donc, c'est des enfants qui vivent beaucoup d'insécurité, qui peuvent avoir des troubles, un handicap, un trop-plein d'émotions et pas d'accueil émotionnel, des traumatismes. Donc, des exemples, ça peut être par exemple un enfant qui va avoir une difficulté à se calmer même avec la présence d'un adulte très calme et qui pose le cadre et qui utilise tous les outils que je vais présenter après. Ou un enfant qui va être en retrait, en détresse importante après la crise, qui pendant 15-20 minutes, voire plus, va se mettre dans un coin et s'isoler, mais que vous sentez que la crise n'est pas finie et qu'il y a autre chose derrière. Ou toute réaction qui va bloquer sa vie quotidienne, qui va l'empêcher d'avoir des relations, qui va l'empêcher de s'alimenter, qui va l'empêcher de dormir sereinement, ou des gestes agressifs envers lui-même. Donc, ça peut être des crises très répétitives et quotidiennes, des crises qui sont extrêmement intenses, donc qui vont durer plus de 15 minutes, qui vont durer 30 à 45 minutes, qui durent longtemps, voilà. Souvent, vous n'arrivez pas à comprendre. Et même en mettant des mots, en accompagnant, ça ne fonctionne pas. Et que votre intervention seule ne suffit pas. Donc, là, ça va être qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là et vers qui on va chercher du soutien. Donc, déjà, avant d'aller chercher du soutien, prendre le temps de faire une observation professionnelle, d'observer les motifs, la fréquence, la durée, avant de juger et d'interpréter que cet enfant a un problème. Donc, vraiment, prenez le temps de noter quand se passe la crise, avec qui, à quel moment, et aussi de noter votre réaction. Et vous aussi, prendre du recul sur votre posture. Est-ce que j'étais complètement disponible? Est-ce que j'étais en train de préparer le repas? Est-ce que j'étais en train de nettoyer? Est-ce que j'étais en train de raconter une histoire? De voir aussi s'il n'y a pas aussi un réajustement à faire de votre posture professionnelle. Et ensuite, d'ajuster le quotidien. Donc, les outils, je vous les présenterai après. Et de proposer une posture sécurisante. Donc là aussi, de voir quelle est la posture à adopter en tant que tempête émotionnelle. Donc ça, c'est toutes des choses à ajuster. Et si vous avez tout fait, tout au mieux, eh bien de conseiller aux parents d'aller consulter un professionnel ou demander un avis de la PMI si vous êtes seul chez vous, si vous êtes assistante maternelle, du psy ou du directeur de crèche ou de l'éducatrice, qu'elle vienne faire une observation ciblée parce que vous êtes inquiète. En tout cas, la plupart des réactions émotionnelles font souvent partie du développement normal. Souvent, on va se questionner assez rapidement. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de différencier ceux qui méritent un accompagnement plus spécifique ou ceux qui méritent juste un ajustement professionnel. Et du coup, quand vous avez eu un avis de l'APN, de votre direction, qu'il se passe vraiment quelque chose, l'objectif, ça va être de parler et de faire de la coéducation avec les parents, mais de ne pas ni culpabiliser le parent, ni l'enfant. C'est d'ouvrir un dialogue avec prudence, parce que le parent souvent se sent démuni et se sent aussi en difficulté. Donc de vraiment accompagner le parent en disant « ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas un caprice, on va aller voir ce qui se passe pour votre enfant ». Donc le parent n'est pas responsable de l'intensité de la réaction de l'enfant, mais en tant que professionnel, vous devez agir ensemble pour protéger et accompagner au mieux l'enfant. Donc, faire de la coéducation. Donc, maintenant, on va voir vraiment comment vous pouvez accompagner l'enfant et les outils aussi que vous pouvez transmettre aux parents qui peuvent être en demande et en difficulté. Donc, la posture clé à adopter pour accompagner sereinement une tempête émotionnelle. La première chose, ça va être la sécurité émotionnelle. L'enfant doit sentir qu'il est en sécurité, traverser son émotion. Donc, que l'adulte est là, présent, disponible et contenant, aussi bien dans sa posture physique que dans ses gestes. L'enfant, pour s'apaiser, doit modéliser sur l'adulte. L'adulte va permettre, par un comportement calme et constant, de réguler le système nerveux de l'enfant. C'est la co-régulation. Ça, c'est essentiel que l'adulte soit calme et tranquille
personne sécure. Ensuite, autre point essentiel, ça va être d'accueillir l'émotion. Donc, de ne pas dire ce n'est rien, c'est pas grave, de ne pas nier l'émotion. Donc, accueillir, c'est nommer et reconnaître ce qu'il ressent. Ça permet à l'enfant de se sentir compris et ça commence déjà à apaiser. Si vous avez vu mon atelier la semaine dernière sur la communication bienveillante, c'est la même chose quand on est en interaction, en communication avec un adulte, on commence par recueillir et accueillir ce que l'autre dit et ça commence déjà à apaiser le conflit. Donc c'est pareil en tempête émotionnelle. On reste en lien, on reste connecté à l'enfant. On ne laisse jamais un enfant seul face à son débordement. La proximité, ça va permettre à l'enfant de se sentir rassuré. Donc, c'est essentiel que physiquement, vous soyez proche de l'enfant. Là, j'ai mis une photo, il y a un contact. C'est aussi à voir si l'enfant est disposé à ce moment-là pour avoir un contact physique. S'il ne veut pas, au moins vous restez dans la même pièce, disponible cœur à cœur, je comprends, je suis là. Et si tu ne veux pas que je te touche, il n'y a aucun souci, je ne te touche pas. C'est pour ça que je précise, parce que sur la photo, j'avais mis une main tendue sur l'épaule de la personne. Ensuite, le cadre. Donc, poser des limites qui sont claires et qui vont être adaptées aux capacités langagières et cognitives de l'enfant. On ne va pas dire des choses qui sont trop compliquées à comprendre pour l'enfant. Et on va vérifier que le cadre est compris en amont de la crise et après la crise. Est-ce que tu avais compris ce que je t'ai demandé? Est-ce que tu peux me le redire? Est-ce que tu sais? Enfin voilà, on va attendre une approbation et on va voir. Alors quand les enfants sont trop petits, on n'attend pas forcément ça, mais on va peut-être mettre moins de mots justement pour rendre la limite plus compréhensible. Donc les règles, elles ne sont pas négociables, mais elles sont toujours données avec bienveillance. Ça, c'est essentiel de donner les règles de façon tranquille et calme, avec un ton du coup qui est ferme et respectueux. Un ton ferme, c'est une voix qui est posée, qui est plutôt basse et qui est assurée. Donc, on est plutôt sûr de soi quand on va poser le cadre, quand on va accompagner l'enfant. Il faut montrer à l'enfant qu'on maîtrise, que notre ton, il est ferme, mais qu'on va l'accueillir avec sécurité, mais pas qu'on va lui faire peur. Donc, ça va être un ton de « je suis là, je suis disponible ». Et on peut même, alors, ça veut dire ne pas crier, mais ne pas parler non plus trop doucement. Parce que des fois, dans la co-régulation, on a tendance à parler très doucement et l'enfant qui est en crise, eh bien, en fait, il ne nous entend pas. Donc, il faut quand même se synchroniser à l'interlocuteur. Donc, ça veut dire qu'on peut monter un peu le ton, mais en étant très calme et très respectueux. Je suis là, regarde-moi. On va respirer ensemble. Vous voyez, mon ton est calme, mais un petit peu au-dessus de ce que je peux parler normalement. Et surtout, on parle peu et calmement. Donc, je vous ai mis un petit chute. On limite le nombre de mots pour que ce soit plus simple et plus clair à comprendre par l'enfant. L'enfant, il n'a pas accès au raisonnement. Il est dans son cerveau émotionnel. Il n'est pas dans son cerveau cortex préfrontal où il peut prendre du recul et raisonner. Donc, plus on parle, plus on le perd. Donc, on va voir aussi tout ce qu'il faut éviter. Donc, ce qui aggrave, même si on a des bonnes intentions. On peut avoir des très bonnes intentions, que l'enfant se calme, que l'enfant s'apaise, qu'on lui explique, mais en fait, ça n'aura pas le bon impact. Donc, toutes ces choses-là, ça va malheureusement aggraver la tempête émotionnelle. Donc, la première chose, crier, menacer, punir à chaud. Ça active encore plus la colère et la peur. Quand quelqu'un face à nous nous crie dessus, en fait, le cerveau ne peut pas s'apaiser. Le cerveau est encore plus en surchauffe. Donc, c'est vraiment à bannir. Se moquer, quand quelqu'un se moque d'un enfant, l'enfant, eh bien, il est atteint dans ce qu'il est, lui, de plus profond, c'est-à-dire son estime de lui-même. Donc, ça va augmenter son insécurité. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui consultent un psychologue, un coach, c'est qu'ils sont en manque de confiance en eux. Et c'est certainement parce que des parents ou des camarades ou des professeurs se sont moqués, ont rabaissé. Du coup, ça atteint cette estime. Donc, vraiment, se moquer de l'enfant, c'est la pire des choses. Minimiser ou nier l'émotion. L'enfant, si on minimise ou si on nie l'émotion, il ne se sent pas compris. Il se sent incompris. Donc, il est encore plus perdu. Il est déjà dans une tempête émotionnelle. C'est déjà difficile pour lui. Il n'arrive pas à l'exprimer. Donc, si on minimise ou on nie, c'est encore pire pour lui.
Par exemple, une phrase qu'on entend encore beaucoup malheureusement, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Eh bien ça ne permet pas à l'enfant de s'apaiser. Un enfant qui tombe et qui regarde l'adulte en pleurant, en commençant une tempête émotionnelle, et l'adulte dit c'est pas grave, frotte tes genoux et repars jouer, c'est nier l'émotion. À ce moment-là, il a peut-être eu peur ou il a peut-être mal. Du coup, le meilleur angle, ce serait de lui dire qu'est-ce qui se passe pour toi? Je vois que tu pleures. Tu as eu peur ou tu as eu mal? Pour que à l'avenir, il ait des outils et des mots pour quand il va tomber, il va pouvoir venir vers nous en disant j'ai eu peur, mais finalement ça va. C'est merveilleux. Vous lui donnez des bases pour qu'il puisse exprimer ce qui se passe en lui. Alors que si on minimise, ce n'est rien, c'est pas grave, eh bien en fait, ça ne lui apprend pas à s'auto-réguler et à comprendre ce qui se passe en lui. Pendant la crise, donc je l'ai dit juste avant, ça, c'est pas possible parce que le cerveau de l'enfant, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour l'apprentissage à ce moment-là. Donc, c'est complètement inefficace. C'est comme si vous parliez dans le vent, donc vous perdez de l'énergie, vous perdez de la connexion, et l'enfant continue sa tempête émotionnelle parce qu'il n'a pas un adulte en face qui est en sécurité émotionnelle. Donc, raisonner l'enfant, c'est aussi quelque chose à oublier. Isoler l'enfant pour qu'il se calme. Malheureusement, on le voit encore beaucoup. Et ça va juste amener l'enfant à se sentir rejeté. Il va être, si on lui dit va dans l'autre pièce ou va dans ta chambre ou va là-bas tout seul, l'enfant, il le vit comme un abandon émotionnel. Il se sent livré à lui-même. Là, ça augmente sa détresse et sa colère. Toutes les fois que vous avez laissé ou vous avez pu entendre un enfant qui était isolé, la seconde où il se retrouve seul, eh bien, l'intensité des pleurs va augmenter parce qu'en fait, il va être encore plus dans une détresse émotionnelle. Donc vraiment, isolé, ça ne permet pas à l'enfant de s'auto-réguler. Et vouloir que ça s'arrête vite. Malheureusement, si dans notre tête d'adulte, on est dans « oh là là, il faut que ça s'arrête, il faut que je l'aide » et qu'on se met une forme de pression, on va être dans le stress. Donc, on va plus être dans une réaction qui va être pensée, mais une réaction instinctive. Donc, forcément, ça va prolonger la crise parce qu'on ne va pas être cœur à cœur, disponible en lien. Donc, l'adulte, il doit d'abord, lui, être apaisé, se calmer pour pouvoir accompagner l'enfant. Donc, s'il se dit « je veux que ça se calme vite », il ne sera pas complètement disponible. Je partage cette image qu'Isabelle Filiosa, elle donne beaucoup dans ses livres, que avant d'intervenir auprès de l'enfant, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc, mettre un masque à oxygène. Quand on est dans l'avion et qu'il y a une dépressurisation, les hôtesses de l'air disent, avant de mettre le masque à oxygène sur la tête de votre enfant, commencez par vous-même. Car si on commence par l'enfant, on va être dans des gestes brusques parce que nous, on manque d'oxygène. Donc, on est dans des réactions de stress. Et du coup, dans notre attitude, on peut mal faire, on peut être trop brusque et ça ne va pas sécuriser vraiment l'enfant. Donc, commencez par soi, on respire tranquillement et une fois qu'on a retrouvé ses moyens, là, on peut accompagner son enfant. Donc ça, c'est valable dans toutes les situations. Donc vouloir que ça s'arrête vite, ça veut dire qu'on est dans son stress et qu'on n'est pas relié à l'enfant. Donc toutes ces choses-là que je vous ai présentées, c'est des façons de surréagir. Donc surréagir face à un enfant colère qui est en tempête émotionnelle, ça ne lui apprend pas à réguler son émotion, mais plutôt malheureusement à s'insensibiliser. Et on le sait, les émotions, ça nous permet d'avoir des bonnes relations et de développer notre intelligence relationnelle. Donc, si on encourage l'enfant à sensibiliser, ça va devenir un adulte qui aura des vraies difficultés relationnelles. Alors, maintenant, on va voir des choses concrètes dans le quotidien pour permettre d'accompagner les tempêtes émotionnelles. Donc ça se fait en amont des tempêtes, donc de réfléchir dans votre accueil. Les premières choses, ça va être de mettre en place des routines. Donc, de mettre en place des routines, c'est offrir à l'enfant un cadre qui va être rassurant et qui va être prévisible. Quand on sait ce qui va se passer, ça réduit l'anxiété et ça prévient quand même une grande partie du débordement. Alors, je dis pas que une fois qu'on a mis en place des routines qui sont claires, simples et adaptées à l'enfant, il n'y aura plus de tempête émotionnelle, mais il y en aura beaucoup moins.
Moi, j'ai pu intervenir dans plein de structures. J'ai eu une période où je faisais énormément de remplacements. Et quand j'arrivais dans une crèche où je voyais que l'organisation était parodée, qu'il n'y avait aucun moment de routine, que c'était chacune fait comme elle le sent, eh bien, les enfants étaient souvent perdus et il y avait énormément de tempêtes émotionnelles, de gestes agressifs. Reprendre la routine, c'est-à-dire reprendre des moments clés avec des temps de transition, avec des petites phases où on se pose après une activité et avant une autre, on range, on fait une petite temps de transition, une chanson, quelque chose qui va permettre de redescendre l'excitation, la surstimulation. Rappelez-vous, dans la première slide, le petit cerveau qui est surstimulé, c'est là où il y a des débordements. Donc, plus on est dans quelque chose de routinier, de rassurant, de prévisible, plus ça permet à l'enfant de savoir ce qui va se passer et d'être moins anxieux et moins emprunt à son stress. Ensuite, ça va être d'anticiper, de prévenir. Donc, des fois, on ne peut pas prévenir tout changement, mais déjà, on peut prévenir les transitions. Voilà comment ça va se passer. Et quand il y a des changements de dernière minute, on va le dire aux enfants. Ça leur permet de se préparer ou de se préparer, bien sûr. Vous pouvez aussi dire simplement un avertissement. Ça réduit le conflit. Comme par exemple, dans 5 minutes, on va ranger parce qu'on va commencer l'échange. Et quand il reste 2 minutes, maintenant, il reste 2 minutes. Et vous pouvez aussi le montrer avec la main. C'est 5 minutes comme ça, maintenant c'est 4 minutes, maintenant c'est 2 minutes. Et quand il n'y a plus de doigts, eh bien, on va commencer l'échange et je vais ranger les animaux. On anticipe, comme ça, l'enfant, il sait que ça va bientôt se produire. Et c'est pas d'un seul coup, on vient, on se lève et on se met à ranger. Là, ça va activer le stress, la surstimulation, beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, de l'agacement. Et du coup, ces tempêtes émotionnelles peuvent arriver. On propose un choix ajusté, un choix limité. Là, je vous ai mis 3 options. Moi, ce que je dis souvent, c'est à 2 ans, 2 options, à 3 ans, 3 options, à 4 ans, 4 options. Mais si l'enfant à 4 ans est débordé et qu'il y a beaucoup de changements, on reste sur 2 options. Donc, un choix limité, ça va permettre à l'enfant d'avoir un sentiment de contrôle parce qu'il a besoin de développer son sentiment de confiance en lui, de sentir qu'il peut décider de certaines choses, mais pas de tout. Mais il a besoin de sentir qu'il a du contrôle sur les choses, sinon il est que dans « je suis un objet, je fais que subir ». Donc, il a besoin de parfois être, pas parfois, mais souvent, d'être sujet dans les décisions. Mais c'est des décisions toutes simples, comme par exemple, vous sortez, tu préfères marcher ou monter dans la poussette. Pareil, si on va faire le change, tu préfères me donner la main ou que je te prenne dans les bras. L'objectif sera le même. On va changer la couche, on va aller à la boulangerie. Mais l'enfant a un choix. Et c'est un choix vraiment avec une vraie question et on s'intéresse vraiment à ce que l'enfant veut et préfère. Du coup, ça va limiter aussi beaucoup les tempêtes émotionnelles. Et du coup, ce n'est pas toujours rentrer dans une négociation, on propose un choix restreint avec un objectif clair derrière. Et un espace de retour au calme. Donc ça, c'est essentiel de le réfléchir, un espace où l'enfant peut se poser, où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de surstimulation, et c'est un espace où ça va lui permettre de se réguler. On va appeler ça un lieu sûr, un lieu sécurisant, un lieu tranquille, où il y a la présence de l'adulte ou non. La présence de l'adulte, ça va l'aider à aider l'enfant à s'apaiser. Mais l'objectif, ce serait que l'enfant puisse se retirer seul dans ce lieu qui est prévu à cet effet. Donc, au début, l'adulte va accompagner l'enfant vers cet espace, s'il le désire, bien sûr, et petit à petit, l'adulte va pouvoir proposer à l'enfant, si tu peux aller dans le lieu calme, sur le tapis, sur le cocooning, enfin, le nom que vous voulez, mais que ce soit un espace qui soit vraiment prévu à cet effet. Donc, un coin tranquille, avec pas trop de distractions autour, avec des coussins, des objets tout doux, une petite couverture, un petit plaid, des peluches. Enfin, comme nous, quand on a besoin le soir de s'apaiser, en fait, on est trop content de retrouver notre canapé, notre plaid. Des fois, juste de s'asseoir sur le canapé, ça suffit pas. On a envie de s'emmitoufler, de prendre un petit coussin, de prendre son chat sur nous. Voilà, c'est cet espace de retour au calme qu'on peut offrir aux enfants. Et on peut aussi proposer des petits objets sensoriels qui vont l'apaiser. Des petites balles pour se masser, ou des petites balles pour malaxer, donc anti-stress, des cubes sensoriels où il n'y a pas trop d'informations et pas trop de stimuli, des livres, une petite boîte à musique calme. Et bien sûr, cet espace n'est pas une punition. C'est pas tu vas dans le coin calme te calmer. C'est un choix. Est-ce que tu veux aller
dans le coin cocooning? Est-ce que tu veux que je t'accompagne dans le coin cocooning, qu'on regarde un petit livre ensemble? Ou est-ce que tu veux que je descende la caisse des petits livres de Choupi et que tu en regardes un tranquillement? Voilà, on propose cet espace et c'est vraiment indispensable qu'il y en ait un visible et délimité pour que les enfants puissent s'apaiser. Donc, c'est un lieu sûr qui est réconfortant. Donc, voilà pour les outils concrets. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant est en crise? Donc, les outils que je vous ai présentés, c'est vraiment des choses à mettre en place en amont, qui sont réfléchis en amont. Maintenant, quand on est avec l'enfant pendant la crise. Donc déjà, première chose, ça va être se réguler avant tout. Rappelez-vous, masque à oxygène. Un adulte calme, c'est le meilleur outil régulateur pour l'enfant. On va respirer lentement, on va poser sa voix et on se dit dans sa tête, et cette fois, dites-la vous, il ne le fait pas exprès, son cerveau déborde. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas un caprice. Il n'a pas d'autre choix à ce moment-là que cette réaction. Et accepter que la crise prenne un peu de temps. Je vous ai dit, une crise, une tempête émotionnelle, ça dure 15 minutes. Et c'est OK. Et pour éviter la contagion émotionnelle, parce que souvent, je sais, moi-même la première, en tant que professionnel ou parents, si vous êtes là, on est souvent très sensible face aux crises, face aux réactions de nos enfants. Donc, aussi de respirer, de se dire, son émotion n'est pas la mienne. C'est pas parce que lui, il est dans cet état d'émordement que moi, je vais aussi être dans cet état. Donc, essayer d'être ancré sur le sol, stable, respirer et de se dire, il ne le fait pas exprès. C'est son cerveau qui déborde et ça va forcément diminuer l'impact et la réaction de stress qu'on peut avoir à ce moment-là. Deuxième chose à faire, c'est assurer la sécurité physique et émotionnelle. Donc physique, on éloigne les objets. Tous les objets qui peuvent être dangereux, où l'enfant peut se faire mal, et on va empêcher les gestes qui peuvent être agressifs envers les autres enfants ou envers nous. Donc on stoppe, on bloque les mains. On lui dit, ça c'est pas possible. Je te bloque. On assure une petite contenance physique si vraiment l'enfant est débordé. Et on reste présent et à proximité. On est là, physiquement. Et avec les mots. Donc ça, je vous expliquerai après, c'est la dernière slide sur les mots à dire et les mots à ne pas dire. On accueille l'émotion sans minimiser. On nomme ce que vit l'enfant. Et on montre que l'émotion, elle est comprise. Ce qu'il vit, c'est compris. Mais ça ne veut pas dire que le comportement l'est. Donc ça ne veut pas dire que si on dit « je vois que tu es en colère », on cautionne qu'il est tapé, qu'il est jeté, qu'il est craché. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, ça veut dire qu'en fait, c'est OK ton émotion. Donc, par exemple, de lui dire « ça te met en colère, toi, tu voulais que ce soit autrement ». On accueille comme ça, on accueille l'émotion, vraiment, et on ne reparle pas forcément du comportement à ce moment-là. Quand on est dans la crise, on ne parle pas du comportement, on accueille juste l'émotion et on ne minimise pas. Parce que pour nous, peut-être que c'est rien. Bien sûr, notre cerveau mature, on a 40 ans, on a de l'expérience derrière nous. Mais pour un petit cerveau de 2 ans, qu'on lui ait piqué sa poupée ou qu'on lui ait pris son doudou en rigolant, eh bien, c'est énorme. C'est énorme pour lui. On pose un cadre clair, simple et ferme au moment T. Donc, peu de mots. On dit clairement ce qui est attendu, sans menacer, sans crier. Je comprends ta colère, mais je ne suis pas d'accord pour que tu tapes. Mais taper, c'est interdit. Tu as le droit d'exprimer ta colère. Tu as le droit d'être fâché. Mais ça, c'est pas possible. Voilà, on pose juste ça. Et on va pas plus loin. Parce que ça fait mal, parce que... Non, juste ça, c'est pas possible. Et après, on expliquera. Mais sur l'instant, on pose le cadre et on montre bien que ça ne sera jamais autorisé. On ne cherche surtout pas à raisonner pendant la crise, ça ne sert à rien, c'est inefficace. Rappelez-vous, le cerveau qui est aux commandes, c'est le cerveau émotionnel à ce moment-là. Donc, pas de leçon. Si on fait une leçon, c'est comme si on faisait la morale. Rappelez-vous, adolescents, quand vos parents font la morale, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Et bien là, si vous commencez à essayer de le raisonner, l'enfant, ce sera exactement la même situation, ce sera complètement inefficace. Donc, on évite les explications longues, les pourquoi, les comment, et tout ce qui va être question. À ce moment-là, l'enfant, il est incapable de parler, il est incapable de répondre à nos... On va poser des questions, on va expliquer. Après la crise, une fois que l'enfant il est redevenu calme, mais pendant la crise, ce n'est pas du tout le moment. Et à la fin de la crise, réparer et apprendre.
Malheureusement, souvent, quand on veut raisonner l'enfant, c'est qu'on est déjà dans une dynamique où on veut lui apprendre quelque chose. Mais ça, vous allez pouvoir le faire, mais après, une fois que l'apaisement est revenu, on propose un câlin. Souvent, on propose un câlin trop vite, tout de suite, quand l'enfant commence, tu veux un câlin? Non, là, vous êtes débordé, vous voulez vite que ça s'arrête. Donc d'abord, on assure la sécurité, on accueille, on nomme, on pose le cadre. Et une fois que l'enfant commence à s'apaiser, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Après, on connaît les enfants, il y en a qui vont venir tout de suite dans nos bras. Bien sûr, on accueille et on leur offre ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Une fois que l'enfant est redescendu, qu'il y a un contact physique ou non, il n'y a pas nécessairement besoin de câlin, on va mettre des mots. On va réparer si besoin. On va réparer soit s'il a cassé, s'il a détruit donc l'objet ou la relation. On ne demande pas à l'enfant tout de suite d'aller faire un bisou ou un câlin. On peut lui dire, tu n'es pas obligé de dire pardon. Tu n'es pas obligé de faire un câlin. Mais quand tu en auras envie ou plus tard, tu pourras retourner jouer, faire un câlin, dire un mot à cet enfant ou à moi. On lui donne l'autorisation. C'est comme si nous, on venait de se disputer très fortement avec notre meilleur ami et que une fois qu'on est revenu au calme, notre conjoint nous dit, vas-y, rappelle-la, excuse-toi. Ou vas-y, va la prendre dans tes bras. En fait, il faut que la crise et que, au-delà de la crise, mais que l'état émotionnel, on ait pris du recul, qu'on ait pris le temps. Donc en fait, pour nous, on le comprend très bien, mais pour l'enfant, il faudrait que tout de suite il y ait réparation. Non, ça ne va pas être dans l'immédiateté. Par contre, de dire tu n'es pas obligé de dire pardon tout de suite, tu le feras plus tard. Et même si l'enfant ne le fait pas, s'il a retrouvé un état calme, ah, je vois que tu rejoues avec Célestine et que vous partagez. Ah, je suis contente de voir que la relation est réparée. Vous le nommez. Et ça permet l'autorégulation. Et l'enfant, en l'entendant, il dit, ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, je me suis disputée, je l'ai griffée, et là, maintenant, je rejoue avec elle. Du coup, la relation est réparée. C'est bon. Donc, ce qu'on peut dire à l'enfant, c'est tout à l'heure, c'était très dur. La prochaine fois, tu pourras le faire d'une autre manière. Donc, tu pourras venir me le dire. Tu pourras peut-être taper dans le coussin. Donc, de lui apprendre qu'est-ce qu'il peut faire la prochaine fois. Que ce qui s'est passé serve à l'enfant. Donc, comment on pourrait faire la prochaine fois avec des enfants plus grands, de 3 ans, on peut discuter avec eux de qu'est-ce qui, quand il te prend le tigre des mains, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais lui proposer un autre tigre, tu pourrais te lever et te déplacer, tu pourrais juste crier non. On propose des alternatives, des ajustements. Rappelez-vous qu'une crise, ce n'est pas un échec éducatif. On n'est pas dans une situation où on a mal fait. C'est hyper OK, c'est hyper normal qu'un enfant réagisse en faisant des crises. L'enfant, il se construit peu à peu et il apprend peu à peu, son cerveau apprend à s'autoréguler et c'est normal. Et qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire qui vont aggraver les situations? Donc, nommer l'émotion. C'est très difficile pour toi. Ça va permettre à l'enfant de se sentir compris et de ne pas dire ce n'est rien, ce n'est pas grave. Valider le vécu. Donc, valider ce qu'il a ressenti. Tu avais vraiment envie de ça. C'était vraiment ça ce que tu voulais. Si on prend une situation, tu voulais vraiment garder le camion de pompier pour toi. On légitime ce qu'il vit, ce qu'il ressent, pas forcément l'acte. On ne va pas lui dire tu n'as pas à te mettre dans cet état. Tu t'es mis dans cet état car tu voulais vraiment le camion de pompier. Mais ça ne veut pas dire que vous cautionnez cet état. Voyez la nuance? Poser un cadre sécurisant. Donc ça rassure et ça permet à l'enfant de savoir ce qui est autorisé ou non. Je ne te laisse pas taper. Plutôt qu'une menace. Si tu continues, l'enfant ne va pas s'apaiser parce qu'en fait, justement, ça va activer la peur et ça va faire qu'il va avoir une escalade et un rapport de force. Et rappelez que vous êtes là. Je reste près de toi. Je vois que c'est difficile, mais je suis là, à côté. Plutôt que débrouille-toi, va te calmer là-bas. Ça ne marche pas parce que l'enfant, eh bien, en fait, ce qui est le plus dur pour se calmer dans une émotion, c'est de se sentir seul. Donc, si on lui dit « je reste près de toi, je suis là, je suis disponible quand tu en as besoin », eh bien, l'enfant se sent accompagné. Donc, les mots, ils ne servent pas à faire cesser la crise. Les mots, ils servent à sécuriser, à soutenir l'enfant et à l'accompagner jusqu'au retour au calme. Donc, les mots sont très, très importants. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran pour avoir toutes ces petites phrases en temps et en heure, parce que souvent, en fait, des phrases qu'on peut avoir, ce n'est rien, si tu continues,
c'est un peu des automatismes qu'on a pu entendre, nous, quand on était enfant, de la part de nos parents, grands-parents, professeurs, éducateurs, et du coup, qui malheureusement ressortent naturellement quand on est en état de stress. Donc, même s'il y a eu ce conditionnement, il peut y avoir un déconditionnement, et c'est à vous, professionnels, de prendre le recul et de choisir quel mot va permettre à l'enfant de s'apaiser. Donc, les tempêtes émotionnelles, ce ne sont pas des problèmes à éliminer, mais des étapes du développement à traverser en étant un adulte, un professionnel solide comme repère.